L'éducation sanitaire, on en parle aujourd'hui dans Opinion au féminin. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission préférée. En tout cas, ici, on parle de la femme, de toutes sortes de femmes. Les femmes sans barrières, les femmes sans frontières. Et aujourd'hui, on s'épanche du côté de la santé publique. Comment faire, en tout cas, de ces secteurs un levier économique important pour le développement de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, comme vous le savez, avant d'aller plus loin, on va prendre cette rubrique qui va retracer en tout cas le parcours de notre invité. Bonjour à tous, ici Awa Migabo, votre infirmière, et bienvenue dans Santé sans filtre. Awa Migabo Kasusula est infirmière et actrice engagée dans la promotion de la santé publique en République. Il s'agit d'elle, l'infirmière Madame Awa Migabo, avec qui nous allons en tout cas parler de la formation, de comment sauver les vies en cas d'accident, de comment en tout cas sauver les vies en cas de crise à la maison. Alors je m'en vais déjà saluer Madame Awa. Bonjour. Bonjour Madame Grace. Vous allez bien? Ça va bien, merci. Vous êtes à l'aise? Ça va. Moi aussi je vais bien, en tout cas bienvenue sur nos antennes. Ok, merci beaucoup. Et c'est avec vous que nous allons débattre tout autour, en tout cas, de la formation de la population sur des gestes qui sauvent comme politique plus rentable. Au-delà de sauver des vies, c'est aussi rentable. Ça permet en tout cas à ces personnes d'être aussi autonomes. Ça vous a vous-même aussi permis d'être autonome. Alors, dans l'entrée des jeux, la République démocratique du Congo, nous le savons, fait face à beaucoup de défis économiques. Alors, comment la santé publique peut-elle devenir un levier important au développement de notre pays? Alors, la santé publique est un pilier du développement. Une personne qui est en bonne santé est une personne capable d'étudier, capable de travailler et capable d'investir dans l'économie du pays. C'est vraiment une personne qui peut tout faire. Alors, être en bonne santé aussi, ou bien soigner les maladies, c'est pas seulement aller à l'hôpital. C'est aussi prévenir les maladies, être participant à l'éducation sanitaire pour faire en sorte que ces complications de notre maladie, de ces maladies-là, n'arrivent pas. Et aussi, en étant en bonne santé, on préserve le capital humain du pays. Alors, Madame Awa, qu'est-ce qui vous a poussé, en tout cas, de vous pencher de ces côtés? Parce qu'on parle de la santé publique, c'est toujours dans les secteurs de la santé, mais vous avez voulu, en tout cas, vous spécifier dans ce que vous faites aujourd'hui. Alors, quel est ce déclic qui vous a poussé, en tout cas, de rester là, dans les gestes qui sauvent des vies? Alors, ce déclic a été poussé par des événements malheureux. J'ai eu la malchance, comme je peux le dire, de perdre à peu près 3 personnes à cause des accidents. 2 personnes avec des accidents de moto et une personne avec un accident à la maison. Et si ces personnes-là avaient été sauvées à temps et avaient été amenées à l'hôpital avec déjà les gestes de premier secours faits, je pense que ces personnes-là auraient survécu aujourd'hui. Et je me suis dit, pourquoi ne pas être cette personne-là qui va former la population dans les gestes qui sauvent? Donc, vous formez les gens. Et ça fait depuis combien de temps vous êtes en train de former les autres pour qu'ils portent, comme vous, ces fardeaux ou ces soucis, en tout cas, de sauver les vies? Alors, comme je le dis, je viens à peine de commencer. C'était vraiment pas facile. Déjà avec ces événements malheureux, se mettre au travail pour faire ça, c'était vraiment pas facile. Je viens à peine de commencer. Ça fait quelques mois que j'ai commencé avec des vidéos qui montrent qu'est-ce qu'il faut faire en cas de tel ou tel autre geste. Alors, on parle très souvent de l'investissement. On investit dans notre pays, dans les infrastructures, dans d'autres secteurs. Alors, ce que vous faites, ça demandera aussi peut-être d'être soutenu ou accompagné. Alors, pourquoi, nous aimerions savoir, pourquoi faudra-t-il investir dans des formations pour sauver les vies? Je pense qu'investir dans les formations pour sauver les vies, c'est une énorme richesse.
C'est une énorme richesse pour le pays. Parce qu'on peut investir dans les mines, dans certaines infrastructures, mais dans la santé, c'est une richesse. Comme je l'ai dit plus haut, une population en bonne santé, c'est une population rentable. C'est une population qui peut travailler, qui peut étudier, qui peut contribuer à l'économie du pays. Et si on a une population qui est malade, qui fait face à des complications, ou bien qui fait face à des accidents et tout ce qui va avec, on n'aura pas une population bénéfique pour notre pays. Donc on peut dire que c'est une population qui maîtrise le geste qui sauve les vies. En tout cas, c'est une population riche. Mais oui, pourquoi? C'est une population riche. C'est comme je vous ai dit, pourquoi elle est riche? C'est parce que en nous, la formation déjà, c'est une richesse. La formation déjà, c'est une richesse. Donc, la richesse, elle n'est pas seulement matérielle. Déjà, la richesse, elle peut être aussi... Quand on a beaucoup de connaissances, on est riche. Et ces connaissances-là, sauver une vie, c'est une énorme richesse. Une énorme richesse. Et quand on connaît comment sauver une vie, comment poser les premiers gestes, c'est magnifique en tout cas. C'est ce que je pense. Alors, Madame Awa, vous venez de nous relater en tout cas ce qui vous a poussé. C'est parti des situations malheureuses que vous avez connues dans votre vie, dans votre entourage. Vous avez perdu en tout cas de personnes qui vous étiez chères. Parce que les personnes qui étaient lors de ces incidents n'ont pas pu le sauver, en tout cas, et ces personnes sont mortes. Paix à leurs âmes. Alors nous aimerions savoir quel est aujourd'hui en République démocratique du Congo, ou quels sont aujourd'hui en RDC les principaux accidents ou des situations d'urgence qui nécessitent une intervention immédiate des témoins. Alors, je peux dire que tous les gestes d'urgence, les gestes qui sauvent, nécessitent une intervention. Parce qu'on ne peut pas les citer, on ne peut pas dire qu'en fonction des priorités, voilà, il y a les hémorragies, il y a les accidents, parce que tout accident, tout étouffement ou toute autre action peut nous conduire à un décès. Et en tout cas, je veux répondre à cette question en disant que tous les gestes qui sauvent nécessitent à ce qu'on puisse agir rapidement. Donc, je peux citer, par exemple, nous avons les hémorragies quand il y a des accidentés de la voie publique. Nous avons les étouffements. Nous avons des crises d'évanouissement. On peut être là ensemble, vous vous évanouissez. Si je n'agis pas à temps, ça sera très compliqué. Donc, comme avec les hémorragies, si on n'arrête pas l'hémorragie, la personne peut se vider de son sang. Donc, tous ces gestes-là nécessitent une prise en charge immédiate, parce que la prise en charge immédiate permet de, permet de connaître le pronostic vital du patient, de la victime, si on peut le dire comme ça. Voilà, Madame Awa, puisque vous êtes infirmière, et vous êtes aussi passionnée, je peux dire vous êtes un ange, un ange pour sauver des vies, parce que vous ne voulez pas voir de gens mourir. Effectivement. Voilà, vous voulez que tout le monde soit en vie et en bonne santé. Alors, quelle représente pour vous les premières minutes en cas d'accident ou en cas de malaise? C'est ce que je venais de dire. Les premières minutes permettent de pronostiquer l'état du patient. Ces premières minutes-là, si on n'agit pas, on se dit que comme ce patient est en train de saigner, si on n'arrête pas cette hémorragie, la personne va partir, la personne peut se vider de son sang. Il y a des techniques, comment arrêter une hémorragie. Vous allez voir, nous avons beaucoup de vidéos que nous avons publiées par rapport à ça. Mais en tout cas, les premières minutes permettent vraiment de décider sur le pronostic vital de la victime. En tout cas, moi, je suis en train de me dire ceci, Madame Awa. Au-delà de ces situations ou des circonstances malheureuses que vous avez connues dans votre vie, qui vous a poussé, qui ont constitué en tout cas ces déclics, qui vous a poussé dans ces secteurs ou qui vous a poussé en tout cas d'agir. Est-ce que vous ne voyez pas qu'un côté, nous, les Congolais, nous sommes un peu ignorants, on n'aime pas trop être informés, on n'aime pas trop avoir la connaissance sur certains points? C'est vraiment ça notre grand défi. C'est vraiment ça notre grand défi. Nous sommes malheureusement, on fait face à une population qui ne veut pas vraiment s'informer. Mais on voit avec l'évolution, avec les années qui passent, certaines personnes qui essayent quand même. Et c'est pourquoi on a dit qu'on va faire une sensibilisation au niveau des populations pour voir comment ça va se passer dans les écoles, dans les églises, pour voir si ces personnes-là seront réceptives. Parce qu'avec ce que nous vivons, avec les accidents, nous avons beaucoup de motos dehors, tout le monde tombe, tout le monde est blessé, tout le monde
a des soucis, tout le monde fait des accidents et vous allez Et d'ailleurs, voir. il faut le dire, au moment où nous sommes ici au plateau, il y a même un accident qui s'est déroulé quelque part. Ah, oui, c'est ça, effectivement. Donc, c'est vraiment notre plus grand défi. Mhm. Alors, quels sont les gestes plus simples où on n'aura peut-être pas besoin d'attendre seulement le vidéo ou de consulter votre page pour voir ces gestes? Alors, quels sont les gestes les plus simples qu'on peut, en tout cas, mettre en pratique pour sauver un malade ou bien, en tout cas, un accidenté ou quelqu'un qui vient de s'évanouir? Alors, tous les gestes sont complexes. C'est pourquoi il faut une formation au niveau de la population. Il n'y a pas de gestes simples. C'est vrai, on peut dire que c'est simple, mais quand on l'apprend. Parce que je peux vous dire, aujourd'hui, vous tombez, une autre personne va vous transporter, je ne sais pas moi comment, et quand la personne va vous transporter comme ça, vous vous cassez, vous arrivez à l'hôpital, vous êtes cassé, vous êtes évanoui, peut-être vous êtes étouffé, par exemple, maintenant, là, vous vous étouffez, et la personne commence à faire, excusez-moi, n'importe quoi. Donc, tous les gestes sont complexes, c'est pourquoi il faut une formation pour que les personnes puissent apprendre. Il n'y a pas de geste simple où on dit, quand elle tousse, tu tapes le dos. Non, c'est complexe, mais c'est facile à apprendre. Mais en tout cas, malgré ces côtés ignorance de Congolais, nous les savons, nous tous, même un petit enfant, c'est que quand quelqu'un tousse, il faut taper le dos, ou bien quand quelqu'un s'étouffe, il faut taper au niveau du ventre. Oui, effectivement, mais il y a des méthodes un peu plus, comme je dis, complexes, qui permettent de faire avec exactitude les gestes qui sauvent. Parce que si les gestes ne sont pas faits avec exactitude, c'est aussi compliqué. Donc la formation est vraiment très importante. Alors, quelles sont les conséquences de ce manque de connaissances? En tout cas, la plus grande conséquence, ce sont les décès et les complications face à ces accidents qui surviennent. Mais en tout cas, la plus grande conséquence, ce sont les décès. Parce qu'une personne qui s'étouffe là maintenant, si vous n'essayez pas de sauver cette personne ou de la désobstruer, la personne peut mourir. Et en moins de 5 minutes, on peut voir un décès. Donc la conséquence, ce sont les décès. Et nous les voyons. Quand il y a des accidents de moto, vous allez entendre que telle personne est décédée. Elle avait saigné, mais on voit comme ça, on est là. Et puis la plus grande information qui circule quand il y a accident, Akoufi direct. Akoufi direct. Or, la personne peut être là, vivante, en train de parler. C'est juste qu'elle s'est coupée, je ne sais pas moi, la main. Et il fallait arrêter le saignement. Et je ne sais pas si elle s'est coupée au niveau d'une artère. La personne se vide de son sang. Et c'est vraiment triste. Et vous apprenez aussi les gens sur les hémorragies, peut-être, quand vous venez de les dire, si quelqu'un se blesse. Oui. Nous avons aussi des vidéos qui montrent si quelqu'un se blesse jusque-là. Mais moi, je connais une pratique. Hein. Laquelle? Il faut fermer le pagne ou bien... Effectivement, ça s'appelle la technique du garrot. Vous fermez à partir d'ici ou de l'autre côté pour... Oui, que vous intéressez quand même à tout ça. Nous suivons aussi quelques vidéos sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, en tout cas, on peut ou ne pas suivre une formation physiquement. On peut toutefois le suivre en ligne. Oui. Et vous pensez aussi faire des formations en ligne? C'est pourquoi on a misé sur les réseaux sociaux. Okay. On a misé sur les réseaux sociaux parce que de nos jours, tout le monde est sur TikTok, tout le monde est sur Instagram ou autres réseaux sociaux. C'est pourquoi on a misé sur les réseaux sociaux. Nous avons aussi une page. Vous pouvez entrer sur la page, vous allez voir. Mais on a vraiment misé sur des réseaux où on sait que les jeunes et même les personnes qu'on dit qui manquent de connaissances sont aujourd'hui sur TikTok. Vous allez entrer sur TikTok, vous allez voir une maman qui habite dans un quartier très loin, très éloigné. Vous vous dites, mais comment elle a fait pour acheter les mégas? Comment elle a fait pour se connecter? Et si elle tombe sur cette vidéo-là, ça peut aider. Alors, Madame Migabo, voilà, j'ai toujours tendance à dire Mingabo. Ah, c'est la tendance de tout le monde. Voilà. Alors, quel rôle les entreprises, les institutions ou les administrations publiques peuvent-elles jouer dans la diffusion de ces connaissances? Moi, je pense qu'ils peuvent jouer un rôle important. Leur rôle, c'est nous aider tout justement à la prévention et à l'éducation sanitaire. Parce qu'on voit dans les entreprises, il y a souvent des directions où il y a la sécurité sociale. Et si ces agents de sécurité sociale sont formés, ils peuvent aussi former les personnes dans les entreprises. De nombreuses entreprises de nos jours n'ont pas d'infirmerie.
Okay. On peut être dans une entreprise, il n'y a pas d'infirmerie. Il y a des responsables de bien-être, mais il n'y a pas d'infirmerie à l'intérieur où on a un médecin et une infirmière ou un infirmier qui peuvent aider en cas de en cas d'accident, pardon. On peut voir un collègue s'évanouir, le temps qu'on prenne ce collègue-là, l'emmener à l'hôpital, avec les embouteillages de Kinshasa, sans rien faire, c'est très compliqué. Non, mais nous ici au Congo, on a tendance en tout cas d'attendre que la situation puisse s'aggraver pour voir l'importance en tout cas de ces corps médicaux auprès de nous dès lors que tout va bien. Est-ce qu'on aura besoin d'avoir un corps médical dans nos entreprises? C'est très important. C'est vraiment très important. Ça, c'est un autre combat qu'on va mener plus tard, mais c'est vraiment très important. Et dans une structure d'une entreprise normale, il faudrait qu'il y ait une infirmerie. Parce qu'on ne sait pas. Vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez tomber, vous pouvez vous blesser. Si vous n'avez pas un kit d'urgence, vous n'avez rien, c'est très compliqué. Et je pense que dans les infrastructures et dans les entreprises, si la sécurité sociale ou les agents qui s'occupent de la formation mettent vraiment de l'oreille ou soit s'intéressent vraiment à la formation des gestes qui sauvent et à la prévention des maladies, tout le monde sera bien. Et aussi, ça évite, quand vous avez une infirmerie à l'intérieur, ça évite j'ai fouillé le travail, je me sens pas bien, j'ai mal à la tête, j'étais allée à l'hôpital, vous voyez que c'est vraiment important. Alors, en étant infirmière de formation, alors j'aimerais savoir quelles sont les expériences vécues dans votre parcours en tant qu'infirmière qui vous a en tout cas mis une puce à l'oreille pour vous dire que voilà, j'aimerais agir autrement parce que nous connaissons comment votre secteur fonctionne. Nous connaissons en tout cas votre secteur fonctionne avec tout ce qui se passe dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé encore d'agir autrement, d'aller au-delà de ce que les autres ne voient pas encore? Ok. Déjà, en étant infirmière, je suis infirmière des urgences et de réanimation. Okay. Donc, je suis vraiment dans ces secteurs-là. Et qui dit urgence, dit réception des accidentés. Réception des accidentés. Donc, c'est tout ce que l'on voit à Kinshasa. Et qui dit réanimation, dit des personnes accidentées qui sont dans le coma. Vous voyez un peu. Et avec l'expérience, la petite expérience que j'ai, j'en ai reçu des accidentés. De toutes sortes. De la voie publique, qui ont été écrasés par des grands cars, qui ont été écrasés par des motos. Et on voit des accidentés très, très mal transportés. Ça, je vous assure. Et comment vous vivez ça? Bon, c'est l'habitude. En étant infirmière, il faut avoir ce qu'on appelle la maîtrise de soi, qui s'accompagne de l'empathie aussi. Quand tu as une maîtrise de soi, vous voyez cette empathie-là, ça fait très mal de voir que quelqu'un a fait un accident et on le transporte n'importe comment. Ça fait très mal, mais vous n'allez pas commencer à pleurer devant les malades. Vous allez rester professionnel, bien agir, faire en sorte que les choses se passent correctement. Mais sur le terrain, j'en ai vraiment vécu. Et il y a des gens qui sont décédés comme ça parce qu'on n'avait pas arrêté son hémorragie bien avant, parce qu'on l'a mal transporté et à son accident s'ajoutent des fractures. Vous voyez un peu? Donc, c'est vraiment très compliqué. Le travail devient énorme. Non, bon, quand on est passionné, on ne dit pas que le travail devient énorme. On le fait de tout cœur en espérant sauver une vie. Malheureusement, dans notre pays, c'est vraiment compliqué de sauver des vies après des accidents parce que les premières minutes ne sont pas très bien prises en compte. Mais quand on sauve une vie, on ne dit pas qu'il y a beaucoup de travail. On le fait vraiment. En tant qu'infirmière de réanimation et des urgences, moi, personnellement, mon objectif principal, c'est de sauver cette vie, stabiliser les malades et sauver la vie. Souvent, ça nous arrive, on échoue, on se dit on a échoué, mais quand on retrace très bien l'histoire, vous allez voir, les premières minutes ont été négligées, il avait saigné, on l'a laissé saigner en route, il y a des gens qui l'ont transporté, quand on le transporte encore, on transporte la personne vient avec des fractures, la personne ressaigne encore, sa tête cogne je ne sais pas moi où, et à ça s'ajoutent des complications et des complications et des complications, et c'est vraiment difficile. En tout cas, Madame Awa, ça se voir, ça se sent, ça se laisse voir, ça se laisse lire sur votre visage que vous êtes passionnée. Effectivement, vraiment. Déjà, je vous en félicite. Merci beaucoup. Alors, nous aimerions encore savoir, il y a combien de sortes d'accidents? Parce que quand on parle accident, nous voyons directement les accidents liés à la voie publique.
Oui, mais il n'y a pas que les accidents liés à la voie publique. Nous aimerions savoir les autres sortes d'accidents. Bon, il y a les accidents liés à la voie publique déjà, et il y a aussi les accidents de travail. Dans les accidents de travail, on peut voir, comme je vous ai dit, même une hémorragie peut être un accident de travail. Pourquoi? Parce que si vous travaillez dans une cuisine, par exemple, vous pouvez vous couper avec les couteaux. Et quand vous vous coupez avec les couteaux, vous saignez. Vous voyez? Il y a des brûlures. Une brûlure, c'est un accident de travail. Donc, il n'y a pas que les accidents liés à la voie publique, il y a aussi les accidents de travail que je peux citer. Il y a aussi des accidents du corps, déjà avec l'AVC. Oui, ça, déjà les accidents du corps, déjà avec l'AVC. Mais comme je vous ai dit, on s'intéresse à la prévention. Déjà pour éviter les AVC, il y a des maladies de santé publique comme l'hypertension artérielle dont on peut parler. On peut se dire, voilà, pour bien gérer son hypertension, il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc c'est ça. Est-ce que c'est ces constats ou bien tout ce que vous avez vécu dans l'urgence qui vous a poussé en tout cas de créer une organisation ou une fondation dédiée à l'éducation sanitaire? Oui, effectivement, c'est tout ça. Donc, les situations malheureuses, le constat que j'ai fait, et c'est ce qui m'a poussé vraiment à créer cette fondation. C'est vrai que ce n'était pas facile, c'était une idée qui était là depuis très longtemps, depuis quelques années, mais j'ai aussi eu des gens autour de moi qui m'ont un peu boosté, qui m'ont dit « vas-y, fais-le ». Et il y a quand même des gens qui ont mis une grosse pierre à l'édifice. Je cite M. Moïse Bakangara. Il a mis une grosse pierre à l'édifice de cette fondation en nous aidant avec notre statut. Je le remercie beaucoup. Donc voilà, il y a tout ça. Alors, en fondant cette fondation, excusez-moi en tout cas pour cette tautologie, en ayant cette idée de créer cette fondation ou cette organisation, premièrement, vous venez de les dire tantôt que c'était pour sauver les vies. Est-ce que c'était aussi un moyen de devenir autonome en tant que femme? Oui, parce que de nos jours, on voit la majorité des femmes ne sont pas autonomes. Les femmes, elles aiment être prises en charge et moi, je suis un peu contre ça parce qu'en tant que femme, on peut aussi prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Et vraiment, je pense que c'est ça. Alors, pouvez-vous nous parler de votre fondation Santé sans filtre? Santé sans filtre. Et la fondation Santé sans filtre vient à peine de commencer. C'est une fondation qui a vu le jour le 18 mai 2026. Elle est engagée dans la promotion, dans la prévention et dans l'éducation sanitaire. Alors notre mission, c'est plus de sensibiliser les populations à connaître les gestes qui sauvent et une prévention concernant les maladies de santé publique. Donc, je cite l'hypertension, le diabète et tout ce qui va avec. Et notre grande vision, c'est de construire une société où chaque citoyen est capable de faire les premiers réflexes en cas de gestes qui sauvent et aussi de savoir comment faire. Par exemple, je suis hypertendue. Comment je fais pour éviter un accident vasculaire cérébral? Je suis diabétique. Comment je fais pour éviter le coma diabétique? Et c'est vraiment dans ça que l'on est. Voilà, vous venez de présenter votre fondation, votre organisation qui se nomme Santé et sans filtre. Alors, quelles sont les principales actions que vous menez aujourd'hui ou vous envisagez en tout cas de mener pour rapprocher la connaissance à notre population congolaise? Ok. Jusque-là, nous avons commencé qu'avec les contenus éducatifs sur les réseaux sociaux où on fait des formations. Et par rapport aux prochaines actions que l'on va mener, on va faire des descentes dans des églises, dans des écoles, vraiment, quand il y aura la rentrée scolaire et tout, pour faire en sorte que la population, même les enfants, puissent connaître ces gestes d'urgence. Donc, ce sont nos projets à venir. On va vraiment faire des centres dans des lieux vraiment publics, dans des grands lieux publics, jusqu'à aller dans les entreprises petit à petit. Dieu va nous donner de la force pour ça. Alors, quelle est la vision de votre ONG? Ok, comme je l'ai dit au-dessus, notre vision, c'est vraiment d'aider chaque citoyen à connaître les réflexes, à part les réflexes, connaître la prévention des maladies de santé publique. C'est vraiment notre objectif et notre vision, et c'est sur ça que l'on martèle et
qu'on met l'accent. Voilà, vous avez parlé de la formation et comment vous comptez organiser la formation et surtout du côté financier. Du côté financier, par rapport à la fondation, déjà une fondation, nous avons des cotisations mensuelles qui nous permettent de s'organiser. Ces cotisations-là vont nous permettre de faire en sorte qu'on puisse donner une formation à X ou tel endroit. Et pour les moments, nos formations sont encore gratuites. Okay. Nous donnons des formations gratuites parce qu'on a vraiment ce souci-là que la population puisse vraiment développer des connaissances sur les gestes qui sauvent. Mais nous n'allons pas dire non à des partenaires qui veulent se joindre à nous, qui veulent nous soutenir pour que l'on puisse sauver des vies ensemble. Ok. Au-delà de tout ce que vous venez de dire, est-ce que vos cotisations, pour ne pas dire petit, je ne peux pas sous-estimer, en tout cas vos cotisations vous suffisent? Ou bien il faudra avoir le soutien ou l'accompagnement du gouvernement ou soit des institutions de santé, pourquoi pas le ministère de la Santé? En tout cas, c'est un appel déjà que vous lancez et que je lance aussi au ministère de la Santé qui peuvent voir notre fondation Santé sans filtre. Les cotisations nous suffisent. Enfin, je ne peux pas dire que ça nous suffit ou ça ne nous suffit pas, mais on a toujours besoin des personnes qui sont là, qui peuvent être là, qui peuvent donner des idées et qui peuvent appuyer, que ce soit financièrement, que ce soit, je ne sais pas moi, mentalement, psychologiquement, mais on a vraiment besoin d'un grand soutien parce qu'on vient de commencer. On a besoin des personnes qui vont nous aider à nous propulser et à faire ce qu'on a à faire. Alors, Madame Awa, pour clôturer, alors, en 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir de votre ONG et de votre mission sur Terre? Ah, de notre mission sur Terre. Alors, en 2 minutes, même en plus court, si je peux le dire, retenez que Santé sans filtre est là pour aider la population à sauver des vies. Et en sauvant des vies, nous ne sommes pas que dans les gestes qui sauvent, nous sommes aussi dans la prévention des maladies de santé publique. Parce qu'une population qui n'est pas malade est une population rentable et qui participe à l'économie de notre pays. Et aussi, le grand message que je voudrais donner, c'est ne soyons pas spectateurs et devenons le premier maillon de secours. C'est vraiment ce grand message et ce grand intitulé. Parce que de nos jours, les gens filment au lieu de sauver des vies. Alors vraiment, vraiment, je le répète encore, ne soyons pas spectateurs et soyons vraiment le premier maillon de secours. Merci beaucoup, Madame Awa, de répondre à notre invitation. J'espère que ça ne sera pas une dernière. Non, je reviendrai. En tout cas, merci beaucoup. Très chers téléspectateurs, j'espère que vous avez compris quelque chose d'essentiel aujourd'hui sur la formation, sur le geste simple pour sauver des vies. Ne soyons pas en tout cas de ceux-là qui, en cas de problème, prennent premièrement leur téléphone pour filmer, mais soyons de ces catégories de personnes qui militent pour sauver des vies. Car une personne en bonne santé va participer à l'évolution de notre pays, va participer en tout cas, pourquoi pas, pour faire accroître notre économie nationale. C'était là, Opinion au féminin. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup de votre attention soutenue et je ne veux pas boucler sans toutefois dire merci à toute l'équipe qui nous ont soutenus, à toute l'équipe en tout cas qui a travaillé ensemble avec nous. Là, je vois Eddie Boma, je vois Gaël Moubenga, je vois Divine Malesso et sans oublier le Dipro Jonathan Baakile. On se retrouve très prochainement avec un autre numéro. Bye bye.